L'international est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Avant de faire entrer le témoin, je souhaiterais communiquer ce qui suit au parti. Aujourd'hui, nous allons entendre la déposition du témoin expert 606. Demain, nous n'allons pas siéger. Jeudi, nous entendrons le témoin expert 583. Et ensuite, nous nous arrêterons et nous reprendrons le lundi pour que la défense puisse continuer ou puisse commencer à poser ses questions. Donc nous aurons jeudi qui sera consacré au bureau du procureur et lundi et mardi pour les équipes de la défense. Voilà. Maître Shea, Monsieur le Président, excusez-moi, avant l'arrivée du témoin dans le prétoire, je dirais qu'il y a une question d'ordre juridique qui se posait. Je souhaiterais peut-être, ou il serait peut-être plus judicieux que je vous en parle avant que le témoin n'arrive. Cette équipe de la défense n'accepte pas le fait que ce témoin soit considéré comme expert et soit qualifié en tant qu'expert pour venir déposer ici. Pourquoi est-ce que je soulève ceci maintenant? Car il me semble qu'il faudrait que nous ayons un voir-dire au sujet de cette question. Parce que pour pouvoir déterminer en l'espèce si cette personne est qualifiée en tant qu'expert pour venir déposer ici, je pense qu'il serait nécessaire que nous lui posions certaines questions au sujet de son domaine de compétences et d'expertise. Voilà quelle est ma suggestion. Nous pourrions avoir une séance de voir-dire au sujet de son domaine d'expertise. Lorsque cela aura été fait et lorsque vous aurez statué, nous pourrons commencer à poser les questions aux témoins de la façon traditionnelle. Le Président, je pense que vous pourrez avoir votre voir-dire, aucun problème, mais nous continuerons et ensuite nous prendrons une décision. Et puis nous prendrons une décision au sujet des qualifications et des diplômes de ce témoin. Maître Shea, très bien, mais nous aurons donc deux séries de questions. Le Président, je comprends donc la première série de questions sur ses qualifications, la deuxième sur le fond. Le Président, Maître Shea, je vous remercie. Le Président, j'avais prévu ceci. J'avais prévu cette solution. Maître O'Shea, je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que l'accusation souhaite intervenir à ce sujet, Monsieur Demirjian? Je pense que c'est une solution qui me semble tout à fait judicieuse. Donc, nous allons d'abord avoir des questions au sujet du domaine d'expertise ou de compétence du témoin, et ensuite, si j'ai bien compris, et ensuite, nous aurons les questions de la défense. Le Président, Maître Knopp, aucune observation. Le Président, Maître Altit? Ça n'a rien à voir et la question est réglée. Je voudrais revenir une seconde, si vous permettez, juste pour que nous puissions nous organiser, savoir s'il est possible de demander à l'accusation de combien de temps elle aura besoin jeudi pour interroger le témoin. Ça me semble important de manière à ce que nous puissions nous organiser, savoir si nous commençons jeudi et si oui, quand, etc. Avoir juste cette information, s'il vous plaît. We will get that to you after the first break. Monsieur Demirjian, nous le ferons après la première pause. Président, excusez-moi, vous êtes allé un peu trop vite en besogne. Monsieur Demirjian, nous vous transmettrons ces informations après la première pause. Le Président, aujourd'hui? Monsieur Demirjian, oui, aujourd'hui. Le Président, merci. Et de toute façon, je vous demanderai de commencer avec cette première partie qui est préparée, puisque cela a trait au témoin 626, témoin pour lequel vous étiez préparé. Le témoin 583 a beaucoup plus d'éléments à couvrir, certes, mais
en partie, cela a quand même à voir avec ce qu'a dit le témoin 626, parce qu'ils l'ont fait ensemble. Et ce que j'avance, c'est que vous êtes préparés pour ceci, parce que le témoin 626 aurait déjà être ici pour déposer. Donc, au cas où vous vous limitez, jeudi, vous pourriez vous limiter plutôt à cela, et ensuite nous poursuivrons lundi. Je vous remercie et j'aimerais demander à Madame Luchière de bien vouloir faire entrer dans le prétoire le témoin expert 626. Et lorsque je dis le témoin expert, je n'anticipe absolument pas. Rien n'a été décidé. And every single time when you speak, don't forget to do Good morning. Bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. J'aimerais commencer par vous demander de décliner votre identité, nom, prénom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Réponse, je m'appelle Mario Ruiz Mateos, je suis ressortissant espagnol, je suis né en en 1977, le 29 mars. Le président, et où résidez-vous? Réponse A, en Espagne, à Madrid. Le président, pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelle est votre profession? Réponse, je fais partie de la Guardia Civil espagnole. Je travaille dans le service criminalistique depuis 2003 en tant qu'expert. Je travaille depuis 2004 dans ce département et depuis 2009, je suis le chef du département du département légal pour ce qui est du département image numérique. Et amélioration des images. Le président, je m'adresse à vous en anglais, mais dans cette cours, les deux langues de travail sont le français et l'anglais. Donc, il y aura des questions qui vous seront également posées en français, ce qui signifie que tous nos propos sont de toute façon interprétés et transcrits dans les deux langues. Par conséquent, je vous demanderai de bien vouloir parler lentement pour permettre aux interprètes ainsi qu'aux sténotypistes de faire leur travail, à savoir d'interpréter et de transcrire vos propos et nos propos. Et il ne faut pas en fait parler en même temps que l'orateur qui vous précède. Donc, lorsque marquez un temps d'arrêt après chaque question avant d'apporter votre réponse. Et si vous
vous parlez trop vite ou si vous parlez alors que l'autre orateur n'a pas fini de parler, je vous ferai un signe pour que vous ralentissiez. Le témoin d'accord. Le président, vous savez que cette chambre de la Cour pénale internationale a été constituée pour entendre l'affaire Le Procureur contre Monsieur Gbagbo et Monsieur Blé Goudé. Réponse oui. Le président. Et vous avez été convoqué, avec d'autres témoins d'ailleurs, pour nous aider dans notre quête de la vérité. Et en ce qui vous concerne, il s'agit justement de votre domaine d'expertise et de ce qui vous a été demandé, de ce que vous avez fait après ce qui vous a été demandé. Donc, les représentants du bureau du procureur vont d'abord vous poser des questions, puis les membres de l'équipe de défense de Monsieur Gbagbo, puis l'équipe de défense de Monsieur Blé Goudé. Et tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement dire la vérité. Réponse, je comprends. Le président. Et pour ce faire, avant de donner la parole aux représentants du bureau du procureur, je vous demanderai de bien vouloir donner lecture de l'engagement solennel dont la formule se trouve devant vous. Est-ce que vous pourriez nous en donner lecture? Réponse, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, je vous remercie beaucoup. Et bien entendu, vous savez que le fait de donner un faux témoignage est un délit, une offense devant cette cour. Si vous avez une préoccupation, un problème quel qu'il soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous essaierons de voir ce que nous pouvons faire. Nous avons des volets d'audience d'1h30. Il y a des pauses entre chaque volet d'audience et nous aurons 3 volets d'audience, ce qui nous amènera donc jusqu'à cet après-midi. Est-ce que vous êtes prêts? Réponse oui. Le président, fort bien, je donne la parole aux représentants de l'accusation pour qu'ils commencent à vous poser ces questions. Monsieur Dimergent, je vous remercie, Monsieur le Président. Et bonjour à vous, Monsieur Ruiz Mateos. Réponse bonjour. Question, est-ce que vous êtes bien installé? Réponse oui. Question, juste une petite précision à la suite d'une question qui vous a été posée par le président, parce qu'il y a une erreur dans le compte-rendu d'audience. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre titre et votre fonction exacte, et ce depuis l'année 2009? Vous aviez dit que vous étiez le chef, réponse oui, le directeur technique du département judiciaire, juridico-informatique, qui fait partie du département criminalistique. Question. Et cela se trouve à Madrid, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Alors, je vais dans un premier temps commencer par votre parcours universitaire, puis ensuite nous parlerons de votre parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les cours que vous avez suivis à l'université? Réponse. J'ai commencé avec une licence universitaire à Burgos, ma ville natale. Puis ensuite, je suis allée à Madrid et là, j'ai été basée dans le service criminalistique. J'ai terminé cela en 2010, après avoir terminé cette licence universitaire qui portait sur les sciences informatiques. J'ai étudié donc des sujets tels que l'informatique, comment gérer une base de données, comment créer un réseau informatique. J'ai également étudié les mathématiques, la façon de travailler avec du matériel électronique et ce en bonne et due forme. J'ai également étudié la physique pour ce qui a des liens avec le matériel informatique et électronique. Et ça, c'est voilà les sujets les plus importants. Après avoir terminé ces études, j'ai commencé un master à l'université autonome de Madrid. Cela m'a pris 1 an pour terminer ce master et c'est un master qui se spécialisait ou qui m'a permis de me spécialiser dans le domaine de la police scientifique en quelque sorte, à savoir comment rectifier des éléments de preuve, comment les gérer,
comment les traités, enfin, cela portait donc sur la science dite criminalistique, et sans oublier bien entendu le code. Cela s'inscrivait dans le cadre du code pénal espagnol. Et puis en sus, j'ai un diplôme qui porte sur le même sujet, donc sciences juridico-informatiques, que j'ai obtenu à l'Université autonome de Madrid. Cela m'a pris une année également pour obtenir ce diplôme. Et après avoir suivi cette formation, je savais exactement comment obtenir les éléments de preuve sur le terrain, dans mon domaine et dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément les miens, les empreintes digitales par exemple. Comment gérer et traiter ce type d'éléments de preuve dits biologiques. Donc, voilà pour ce qui est de l'essentiel de ma formation. Alors ça, c'est une formation que je considère comme une formation publique. Ici, vous avez mon CV, vous verrez que c'est 2 cours de formation. Donc le premier a duré 3 mois et pendant ces 3 mois, j'ai dû étudier plusieurs sujets afin de mener une enquête. Donc il y avait différents types d'enquêtes et ce dans des unités locales qui se trouvent dans les unités régionales en Espagne. Le deuxième cours de formation est un cours que j'ai suivi lorsque j'ai été promu au grade de sergent, et le dernier cours de formation, c'est la mission c'est le niveau que l'on appelle SLP. Donc il s'agit en fait d'un niveau de langue en anglais. Question. Donc si je comprends bien, le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu est un master. Réponse oui, c'est exact. Question. Et est-ce que vous pourriez dire s'il y avait un sujet ou un thème que vous avez essayé véritablement d'approfondir lors de votre master? Réponse oui. Comme je vous l'ai dit, pendant mon master, nous avons étudié plusieurs sujets qui avaient tous un lien avec les sciences criminalistiques. Et de surcroît, nous avons également étudié tout ce qui avait trait aux sciences criminalistiques compte tenu du code pénal espagnol, où cela s'inscrivait dans le cadre du code pénal espagnol. Et puis, je me suis également intéressée à mon domaine d'expertise, à savoir l'utilisation de logiciels sources ouvertes pour ce qui est du traitement des images. Question. Donc, le traitement des images, est-ce que vous nous diriez que c'est votre spécialité? Réponse oui, tout à fait. Oui, le traitement des images et le traitement des vidéos pour ce qui est de l'authentification des images et des vidéos. Question, n'oubliez pas de ménager un temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses pour les interprètes. Alors, eu égard, un petit moment, je vous prie. Eu égard au logiciel source ouverte que vous avez mentionné il y a quelque temps de cela, il y a quelques minutes, est-ce que vous avez suivi une formation ou est-ce que il s'agissait plutôt d'une formation sur le tas? Réponse non, c'est quelque chose que j'ai appris au cours de mes années de travail dans ce domaine. C'est quelque chose qui, parfois, peut être extrêmement utile pour les unités régionales, car cela leur permet d'effectuer un travail de base dans ce domaine. Question fort bien. Vous nous avez également indiqué que vous avez suivi des formations supplémentaires. Et je vois sur votre résumé, en fait, peut-être que
nous pourrions afficher le curriculum vitae à l'intention des juges de la Chambre 0082 03 52. Et vous faites référence à un cours, à une formation que vous avez suivie dans le domaine des enquêtes policières. Qu'avez-vous appris pendant cette formation de façon plus précise? Réponse. Alors, pendant cette formation, vous apprenez la base, à savoir comment mener à bien une enquête, comment effectuer une enquête, quelle que soit l'enquête. Et il s'agit des enquêtes dans nos différentes unités. Ce que j'entends, c'est que pendant cette formation, nous avons appris, par exemple, comment traiter les écoutes, comment mettre au point une enquête en tant qu'agent unit works. En tant qu'agent clandestin. Et dans ce cas, en fait, nous avons acquis une connaissance assez approfondie de la façon dont évolue une unité d'enquête pénale. Question très bien. Alors, j'aimerais maintenant m'intéresser à votre parcours et expérience professionnelle depuis que vous avez rejoint les rangs de la Guardia Civile et depuis que vous vous travaillez pour le département juridico-informatique. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est, à l'heure actuelle, votre fonction? Qu'est-ce que cela signifie? Ce que vous faites au quotidien? Alors, réponse. J'aimerais apporter une précision, car c'est en 2003 que j'ai rejoint les rangs de ce service. Je fais partie de la Guardia Civile depuis 1994. En 1994, j'ai rejoint les rangs de l'Académie de police de la Guardia Civile. J'ai terminé cela en 1996. Il s'agissait de la formation de base. Puis ensuite, j'ai été basé dans plusieurs unités régionales, dans plusieurs unités, je reprends l'interprète, où je me suis intéressée à la sécurité publique dans le cadre de mes activités professionnelles. Puis ensuite, en 2003, j'ai rejoint les rangs du service criminalistique. J'ai commencé à y travailler en tant qu'expert en 2004. Puis, j'ai été... je suis devenu directeur technique en 2009, directeur technique du département s'intéressant aux images. Alors, il s'agit d'une fonction technique, certes, mais en tant que directeur technique, vous devez donc évaluer et analyser tout le travail effectué par les experts de mon unité. Et outre cela, je dois bien entendu m'acquitter de mes fonctions, des fonctions qui sont les miennes en tant que directeur de ce service. Et puis il y a les ordres du commandant que je dois relayer aux hommes de mon unité. Donc, je suis chargée du développement des procédures. Par exemple, il s'agit de savoir quel sera le meilleur équipement et matériel dont nous aurons besoin pour nous acquitter de notre travail quotidien. Quel est le logiciel qui nous donnera les meilleurs résultats? Quelle est la méthode qui doit être suivie pour pouvoir être en harmonisation avec les autres laboratoires de l'Union européenne et les laboratoires espagnols? Question, vous dites que vous travaillez dans ce département de criminalistique depuis 2003. Est-ce que vous pourriez nous dire approximativement quel est le nombre de rapports que vous avez rédigés pour le département de criminalistique et qui concerne votre travail en matière d'enquête? Réponse.
Pour ce qui est des images juridico-informatiques, il y en a plus de 300. J'ai rédigé plus de 300 rapports d'expertise. Mais j'ai participé d'une façon ou d'une autre à d'autres rapports, nombreux. Question. Pourriez-vous rapidement nous dire de quoi traiter ces 300 rapports? Réponse. Ça peut aller de vol au meurtre, aux organisations criminelles, parfois au terrorisme, et parfois des questions liées à l'État. Question. Vous dites que vous avez rédigé 300 rapports liés à l'imagerie juridico-informatique. Quels sont les aspects de ces dossiers qui concernaient l'imagerie juridico-informatique? Réponse. Pour la plupart d'entre eux, nous avons amélioré les images d'une façon ou d'une autre afin d'avoir une meilleure perception nous permettant de recueillir des informations qui nous viendraient de l'image ou des vidéos. Nous voulions donner une certaine authenticité aux éléments de preuve si cette authenticité existe. Il fallait simplement savoir si les éléments dont nous disposions étaient authentiques ou pas. Je pense que c'est là un élément critique. Question. Très bien. En dehors de ces 300 rapports, avez-vous également dû déposer en tant que témoin expert devant un tribunal? Réponse. Oui, bien sûr. J'ai comparu à de nombreuses reprises devant des chambres dans le cadre de ces rapports d'expertise. Pas pour tous, car il est arrivé que la Cour n'ait pas besoin d'un témoignage de notre part pour prendre une décision. Mais je peux dire que plus de 50 fois. Donc j'ai déposé plus de 50 fois devant un tribunal. Question. Et où avez-vous fait ces témoignages? Essentiellement à Madrid ou ailleurs également? Réponse. On essaie d'utiliser un système de vidéoconférence au service criminalistique. Il y a plus de 200 experts. Autrement, on n'aurait pas le temps de faire notre travail d'enquête et de préparer nos rapports d'expertise. Essentiellement, on travaille comme ça, par la vidéoconférence. Mais de temps à autre, s'il s'agit d'une affaire très importante, alors là, il faut se présenter devant la plus haute cour qui se trouve à Madrid. Et quand on travaille sur une affaire militaire, car nous sommes une agence chargée de l'application de la loi, mais nous sommes également des militaires, donc de temps à autre, nous menons à bien des enquêtes dans un cadre militaire. Là, on doit se présenter devant la Cour. On ne peut pas alors procéder par vidéoconférence. Réponse. Question. Très bien.
Et vous avez dit que de temps à autre, il y a des affaires importantes. Est-ce que vous avez déjà dû témoigner dans des affaires importantes? Réponse, dans la plupart des cas. Pour ces affaires-là, la plupart du temps, vous avez pour obligation de témoigner. Comme je vous l'ai dit, il peut être lié au terrorisme, aux organisations criminelles d'envergure. Ça peut même être des affaires d'État. Question, très bien. Monsieur Ruiz Mateos, est-il exact également que vous enseignez l'imagerie juridico-informatique? Réponse, oui. De temps à autre, j'enseigne l'imagerie juridico-informatique dans mon domaine d'expertise à l'université, ainsi que dans notre académie de la Guardia Civil. Ceci pour les officiers, pour les enquêteurs qui sont les premiers répondants. Chaque année, j'ai de 20 à 30 heures d'enseignement. Question, et dans quelle université est-ce que vous enseignez? Réponse, l'Université autonome de Madrid. L'Université autonome de Madrid et, comme je vous l'ai dit, également dans notre académie, l'académie où sont formés les nouveaux venus, les nouveaux officiers. C'est là qu'ils font leur formation de base. Question, dernière question au sujet de votre expertise. Comment diriez-vous que votre expérience et votre éducation vous ont préparé pour le travail qui vous a été demandé par la Cour pénale internationale? Réponse, je pense que ma formation, mon éducation, mon expertise présente toutes les caractéristiques nécessaires pour rédiger ce rapport d'expert. Question, Madame, Messieurs les juges, j'en ai terminé. Pour ce qui est des informations contextuelles, voulez-vous donner la parole à la défense? Le président, non, continuez. On va procéder comme d'habitude. Je vois les choses comme cela. Continuez jusqu'à la fin. Et après cela, on entendra les équipes de la défense. Monsieur Demirjian, je pose la question parce qu'il y a eu une demande de voir dire et je pense que vous devez prendre une décision. Le président, non, je ne vois pas les choses comme ça. Vous poursuivez et nous verrons. Monsieur Demirjian, un instant, je vous prie. Okay. I apologize to come back on the... Le procureur, je vous prie de m'excuser, Madame, Messieurs les juges, si je reviens sur cette question, mais après avoir examiné la jurisprudence qui concerne cette chambre, nous avons ici un témoin qui va présenter un témoignage d'expert. Il faut donc accepter qu'il s'agit d'un expert. Vous devez être convaincu que ce témoin est bien un expert et vous devez décider si ce témoignage relève de l'expertise d'un témoin et n'usurpe pas les fonctions de la Chambre. La jurisprudence, je peux vous la donner. Nous avons l'article 70 Bemba, nous avons également l'affaire Kenya. Le président, Maître Ochet. Maître Ochet, Monsieur le Président, je comprends bien que vous souhaitiez faire des économies de temps. Il y a un autre aspect à cette économie, c'est que s'il y a une base qui pourrait faire que l'on rejette une partie ou l'ensemble du témoignage d'expert de ce témoin,
Cela raccourcira d'autant le reste de la procédure. Comme mon éminent collègue l'a fait remarquer, il y a l'autre aspect également qui consiste à savoir très exactement sur quel point cet expert est autorisé à faire connaître son avis devant la Chambre. Donc, en ce sens, c'est pour cela que j'ai demandé à un voir-dire. Mais si Madame et Messieurs les juges souhaitent continuer comme le Président l'a annoncé, eh bien nous procéderons comme cela. Le Président, moi, je préfère que l'on continue comme je l'ai décrit. Nous allons travailler sur le fond, et puis vous ferez votre travail, vous poserez vos questions, et puis alors à ce moment-là, nous prendrons une décision. Maître Auchet, c'est accepté, Monsieur le Président. Ce que Madame et Messieurs les juges doivent savoir, c'est qu'il pourrait y avoir des objections au cours du témoignage sur base des questions qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. Si nous pensons que ce témoin ne devrait pas donner un avis sur une question spécifique, nous pourrions faire objection. Évidemment, c'est alors à la Chambre de décider de la façon dont elle souhaitera régler cela. Mais ce serait peut-être un petit peu difficile d'avoir des objections. Je veux simplement informer la Chambre, afin que la Chambre ne soit pas prise de court lorsque je me leverai pour faire objection à un moment donné. Le Président, nous allons faire une pause de 5 minutes pour consulter mes collègues.